Il y a du monde. Bonsoir. Vous n'avez pas peur de passer la frontière, les Jérôme? Il n'y avait pas de douanier à Grosse-Pierre? Non. Beaucoup de brouillard. Pas de neige. Sokios. C'est du patois de Gérard, mais Sokios. Ça veut dire c'est qui? Je n'ai pas en patois de nom, là, ça se passe devant. Il y a quelqu'un qui a sonné. Ah, salut Xavier. Bonsoir Claude, comment vas-tu? Ouais, je vais avoir envie de passer chez toi. Ça rentre avec plaisir dans mon salon. Merci. Bonsoir. Ouais, t'as fait plus moderne, hein? Ouais. Ah, c'est du coup tout à fait Ça comme fait ça. pas trop bûcheron, mais c'est... On a mis une partie de mes 33 tours, ils ne sont pas tous là parce qu'il y a plus assez de trous. Ah bah oui, mais avec une carrière de combien? 95 ans? Ou presque. Ça fait combien de temps que tu es dans le spectacle? J'avais 20 ans. Oui, donc ça fait quelques années, quoi. 55. J'avais 20 ans, 55, si vous calculez. Oui, non, mais c'est... Non, ça va bien. Oui, il y a encore des spectacles à venir, là. Ah oui, oui. Ben, dans le coin, mais je vais bientôt venir à... Merci, sur Moselot. Ouais. Au mois d'avril, hein, c'est ça, le 13. Et j'avais vu aussi à Taron-les-Vosges. À Taron, la grande salle de la Rotonde à Taron, le 9 mars. Ouais. Ouais, on a fait la semaine dernière, le mois dernier la salle Poirel, merci, à Nancy, 800 places, complet. Oui, et puis c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines aussi, en dehors des frontières vosgiennes, Oh, de Rennes. je vais en Haute-Saône, beaucoup. Je vais à Grès la fin du mois, bon, les armes, il y a plein de... Tous les dimanches. Tous les Ouais, en dimanches, gros, 89 ans ou 20 ans, on en fait plus à 89 qu'à 20. Ben, pas plus, mais presque autant. Je t'ai ramené une petite cassette vidéo. Ah ouais, il faut que j'aille le mettre dans le trou là-bas. Bah, si tu veux, ouais. Ah, ça c'est marrant, hein, c'est collector. Hein. Alors tu m'as dit qu'il fallait la mettre dans un certain sens. Comme ça, oui, peut-être si je passe avant ça. Alors, J'espère que ça te plaira. Il y a la compagnie sans scène qui a tourné quelque chose pour toi. alors on écoute. Bon, ça se Au cours de ma longue carrière d'instituteur, j'en ai vu des enfants de toutes sortes. Des intelligents, des cancres, des chahuteurs, des timides, des, comment dire, des rigolos. Voilà, c'est ça, des rigolos. Ou plutôt, des comiques. Je me souviens particulièrement d'un élève, pas bête, mais dissipé. Très dissipé. Cet élève un peu espiègle me faisait sourire, souvent. Sous cap, bien entendu. Élève Vanoni, au tableau s'il vous plaît. Monsieur Vanoni, puis-je vous interrompre dans vos élucubrations sans vous froisser? Qu'est-ce que c'est que cette moustache? C'est pour faire plus vieux, monsieur, puisque vous me voyez. Ce que je vais continuer de faire. Ah, mais c'est comme tu veux, vous savez. Je vous l'avais dit, les gonflés gamins. Monsieur Vanoni, au lieu de faire le pitre pour amuser vos camarades, dites-moi plutôt quels animaux trouve-t-on dans une basse-cour? Des poules à poil, monsieur. Vous voulez dire à plumes? Non, à poil. Parce que l'autre jour, nos poules, après avoir mangé des raisins macérés dans la goutte, elles étaient les 4 pattes en l'air. Papa et maman ont cru qu'elles étaient crevées, alors ils les ont déplumées.
Ça fait des poules à poil, monsieur. Vous voulez dire à plume? Bon, c'est intelligent ça, oui, c'est intelligent. Et vous pensez pouvoir amuser la galerie avec ce genre de colibet? Citez-moi un autre animal, et cette fois sans plaisanter. Les canards, monsieur? Bien. Et pourquoi les canards? Pourquoi pas les dindons? Ben, Je vous écoute, monsieur Vanoni. Parce que les canards, quand ils sont coincés dans la glace, c'est plus facile pour les attraper. On leur coupe les pattes. Ça va, ça suffit, Vanoni, ça suffit. Retournez à votre place. Quelle est bien humaine, hein. J'ai tout de même réussi à le conduire au certificat d'études qu'il a obtenu. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Il ne doit pas faire grand-chose. Pas grand-chose de bon. Travailler à l'usine, peut-être? Ouais, ça peut-être, il pourrait. Il est là. Il est sûr que c'est lui. Ah, je crois bien. Viens voir. Bon, j'y vais. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Si vous venez pour les travaux, il faut vous adresser à l'agent technique de l'école. Non, 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 non. C'est vous que je voulais voir, monsieur. Vous ne me reconnaissez pas? Pourquoi devrais-je vous reconnaître? Vous êtes un ancien élève? C'est ça. Et puis un sans-crime. Je ne vois pas. Les poules, les canards, Vanoni, quoi. Vanoni? Claude Vanoni? Ah bah ça alors. Bah, tu as bien changé. Et tu travailles? Oui, monsieur. Et peut-on savoir dans quoi tu besognes? La ferblanterie, monsieur, avec mon père. Avec ton père? Bien, très bien. Et ça te plaît le métier de ferblantier? Bah, il faut bien. Il faut bien. Donc tu t'efforces de pratiquer un métier qui n'a pas l'air de te passionner. Ah non, j'aime bien. Surtout après les tempêtes, comme celle de l'autre jour. Il y avait du boulot. On a tempêté, ah oui ça alors, on a tempêté qu'on n'a pas eu le temps d'aller au cabinet. Je vous en prie, Vanoni, épargnez-moi vos galéjades. Finalement, vous n'avez pas changé. Et je pense que vous ne changerez jamais. Je vous plains. Et je plains aussi votre père, qui a la charge de faire de vous un bon ouvrier. Oh, il ne se plaint pas. Je travaille, monsieur. Bien sûr, quelquefois je fais un peu le Jacques, comme on dit. On rigole bien. C'est comme un jeu, quoi. À ce propos, j'étais venu vous demander quelque chose. Quoi donc, mon garçon? J'aime le jeu. Je joue même au casino. Et comme j'aime bien jouer, je me disais comme ça que je pourrais peut-être en faire mon métier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été mon instituteur? Continuez ainsi, Vanoni. Et vous finirez en caleçon. On nous y met déjà en caleçon, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Bon, je crois que j'ai ma réponse. Je vais vous laisser, parce que j'ai de la besogne, moi. Au revoir, monsieur l'instituteur. Au revoir, Vanoni. Eh bien, bonne chance, Vanoni. Que va devenir ce garçon? Pas grand-chose, à mon avis. À part s'accrocher aux machines à sous. Ah oui, ça, il pourrait. Alors, qu'est-ce que quoi? Toujours là? Viens! Il est toujours là? Non? Bon, oui. Il est toujours au tableau? Bon, ben, j'y vais, on verra bien. Bonjour, monsieur l'instituteur. Bonjour. Tiens, il y a du ski au programme scolaire aujourd'hui? Ah, pas vraiment. Alors, vous passez pour les calendriers? Pas vraiment non plus. Alors, qu'avez-vous de si important à me dire pour me déranger pendant les cours? Et tout d'abord, qui êtes-vous? Le clown, la tempête, le jeu, le casino, le ferblantier. Mais si, regardez bien la moustache. Bah, enfin non, je vois pas. Approchez-vous un peu. Ah! Non. Ah bah ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, Vanoni? Vous faites carnaval? Ah non, c'est ma petite moniteur. De ski? De ski, oui. Mais je suis pas que moniteur. J'enseigne aussi le canoë, la voile, l'escalade. Vous enseignez. Vous, Claude Vanoni, vous enseignez. Décidément, vous ne changerez jamais. Et vous pensez qu'il suffit de se déguiser pour savoir enseigner?
Et vous portez bien une blouse? Moi, c'est différent. Je suis vraiment un enseignant et cette blouse est mon habit de travail. Moi aussi, c'est ma tenue de travail. J'en ai une pour chaque sport. Mais comme je peux pas les porter les deux en même temps, ben, j'ai mis la plus belle. Celle qu'on est le plus beau. Celle qu'on voit bien. Surtout sur la neige. Et surtout en boîte de nuit. Ah, ça oui. On connaît la chanson. On skille le fort, et puis comme il nous fait un peu froid, on se retrouvera bas à la station pour les prolongations, histoire de se réchauffer. On va d'abord causer, c'est les préliminaires de longues soirées d'hiver. Après l'effort vient le réconfort, on sait comment ça finit, tout le monde bien compris. Un vrai moniteur, c'est un bourreau des cœurs. Vous n'évoluerez jamais dans ces endroits de perdition, Vanoni. Et d'abord, que me voulez-vous? Ben, je voulais vous demander votre avis. Sur votre tenue? Ah, n'y comptez pas. Non, je vois bien qu'elle vous plaît pas, ma tenue. Mais grâce à elle, je me retrouve des fois avec des touristes à qui je raconte des histoires de par chez nous. Comme la plupart du temps, ce sont des Parisiens, des gens qui causent bien comme il faut. Je me disais que si vous pouviez m'aider à écrire mes histoires correctement, ça pourrait peut-être les intéresser. Vous croyez qu'il suffit d'écrire correctement un texte pour qu'il plaise à un public? Et vous continuez de rêver, Vanoni. Que faites-vous du travail sur scène? Mais c'est un métier. Un vrai métier qui ne s'apprend pas sur une paire de skis. Ah, mais tout ça, je l'ai appris, monsieur, au groupe folklorique, avec mon ami Jean. Il m'encourage même à enregistrer un disque sur lequel je raconterai des histoires à la sauce vosgienne, avec l'accent et tout et tout. Sur le ski, la Grande Guerre. Il y en a même une sur l'enterrement de non-baptiste. Mais faut que ce soit dit comme il faut, hein. C'est pour ça que j'étais venu vous demander si... N'insistez pas, Vanoni, c'est hors de question. Un disque. Et pourquoi pas un passage à l'Olympia du temps que vous y êtes. Retournez à vos pitreries, car pour l'école, il est trop tard. Bon, eh bien, ce coup-ci, je crois que j'ai compris. Merci quand même, monsieur l'instituteur. Je me débrouillerai sans vous, monsieur l'instituteur. Au revoir, monsieur l'instituteur. Dommage que ce soit pas une maîtresse. Hein? Ça me donne une idée, tiens. Ça me donne une idée. Racontez une histoire que j'appellerais ma maîtresse d'école. Je serai puni sous son bureau, avec elle, assise à sa place, et qui oublierait que je suis en dessous. Vous feriez mieux d'apprendre ce qu'est un ordinateur plutôt que de fantasmer sur les jambes d'une éventuelle maîtresse. Quand je dis les jambes, décidément il fera rien de bon ce garçon. Il finira saltimbanque. Ah oui, ça le pourrait. Incroyable. Il a réussi à passer à l'Olympia. Qui aurait pu croire ça? Des histoires de Vosgiens à Paris, racontées avec un accent à couper au couteau, vêtues d'un énorme pantalon de velours et d'une peau de vache avec des sabots aux pieds. Ah, mon Dieu, on aura tout vu. Oh, mais c'est monsieur Vanoni. Bonjour, Claude. Dites-moi, ça marche bien les affaires, on dirait. Vous voilà à l'Olympia désormais. Ah, bonjour, monsieur l'instituteur. Aïe, ça va pas. Excusez-moi. Oui, allô? Allô, Vanoni? Bonjour mon vieux. Bruno Cocatrix à l'appareil. Oh, bonjour, monsieur Cocatrix. Alors, vous êtes prêts pour votre spectacle? Paris vous attend avec impatience, vous savez. Ah, merci de m'accueillir. Ça impressionne un peu, mais oh, ça va aller. Bien. Dites-moi, qu'allez-vous nous raconter cette fois-ci? Une histoire sur les Parisiens? Oh, ben oui, je peux pas rater ça. Mon, pensez donc, les parigots. Vous êtes ici chez eux, ne l'oubliez pas. Un conseil,
Méfiez-vous des susceptibilités et des critiques. Elles peuvent être hargneuses ou pire encore. Vous ignorez et vous boudez. Il leur arrive de confondre simplicité et trivialité. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oh, mais je n'ai pas peur. Non, ce qui m'impressionne, ce sont ces grandes lettres rouges qui marquent le nom des artistes qui passent chez vous. Quand je vois le mien inscrit là où celui des plus grands a rayonné, eh ben, ça impressionne. Forcément, hein. Maintenant, vous voilà à l'affiche à la capitale, comme dans beaucoup de régions. Ce n'est pas pour rien si vous avez Fernand Reynaud. Vous êtes, comment dirais-je, la belle des Vosges. Ah ben, je vais en parler aussi dans mon spectacle de ce peu de bête. Et vous avez, paraît-il, un guitariste pour vous accompagner dans tous vos spectacles maintenant? Dominique Walter, oui. Ah, sa bonne humeur va de pair avec la mienne. Mais il y a une autre personne, très très importante, qui est toujours à mes côtés. Sans elle, je crois bien que je ne serais plus bon qu'à prendre l'avion avec le club du 3e art. Ah, et peut-on savoir comment s'appelle cette brave personne? Lily! Lily. Et c'est? Bah, c'est ma Lily. Mon épouse, ma muse, ma compagne, mon soutien, mon coach, ma maîtresse. De temps en temps. Elle ne me quitte jamais. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une femme de l'ombre, mais tout en lumière. Après l'Olympia, je suppose que vous avez d'autres grandes salles où vous allez vous produire. Ah oui, beaucoup. La prochaine, elle est à la Maison de la Bresse, où je suis invité par Xavier Battistella. Battistella? Le Xavier Battistella du 20h04? Oui, lui-même. Ah, vous me donnerez ses coordonnées. Il faudra bien me remplacer un jour à l'Olympia. À très bientôt, monsieur Menoyer. Au revoir, monsieur Cocatrix. Je vous l'ai toujours dit, Vanoni. Je vous l'ai toujours dit. Vous irez loin avec vos pitreries. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous aiderai avec un grand plaisir. Ah ben merci, monsieur l'instituteur. J'en suis très content. Au revoir, monsieur l'instituteur. À la royotte. Super, mais attendez. Il faut quand même que je corrige que j'ai jamais été joué au casino. Jamais de ma vie. J'ai jamais joué à aucun jeu. Même pas sur la scène du casino? Ah oui, sur la scène, oui. Mais au jeu, non, jamais, parce que c'est finalement le casino qui gagne. Tout ce que j'ai pas mis, autant que j'ai dans ma poche. Même quand tu joues sur la scène du casino, le casino il gagne aussi. Oui, bah, comme tous les organisateurs de spectacles. Voilà. Alors je dois préciser aussi que mon instituteur qui ne m'aimait pas, parce que j'en ai eu qu'un qui m'aimait bien, un instituteur qui ne m'aimait pas, il avait marqué à l'encre rouge sur le cahier, on ne gagne pas sa vie en faisant le pitre. C'est vrai. Donc c'est ça un petit peu qui explique la veste alors. Oui, ben, c'est le monitorat de ski que j'ai passé en 1967. C'est ta première? On dirait pas, hein. Elle a l'air récente quand même. Ah non, la veste, ben oui, c'est parce qu'ils évoluent les vestes, on les change. Je crois que maintenant ils veulent la garder celle-là. J'en ai eu. Au début on était en bleu marine, alors c'était moins repérant, on se voyait moins comme dit Vanoni dans le sketch de Tana. Ouais. Et donc ton nom a accompagné des générations de skieurs. Prénom, bah ouais, j'ai une vingtaine d'années. J'enseignais à Jeunesse et Sport. J'étais, je pense si on entend maintenant, moniteur de ski. Il a dit tout à l'heure, moniteur de ski, maître nageur, moniteur de boxe, péléo, canoë, kayak, escalade. Qu'est-ce que j'ai pas fait, je sais pas. On en parlera tout à l'heure. Parce que tu l'as pas fait. Ouais. Du coup, là, sur
tout ça, c'est tous les albums que tu as fait, tu t'es Il y en a eu 14, oui. Ouais, il y a pas 14 albums, mais je précise que dans la plupart des photos que vous voyez là, ont été prises par Michel Géant à Cornimont. Parce que ma maison de disques, quand il s'agit de faire les petits 45 tours, c'était un peu eux qui les faisaient. Après, quand on a fait des albums, c'est important la photo de l'album. Donc ils m'ont dit, tu viens à Paris 3 jours, on fait des photos. Mais je dis, mais il y a des photographes dans les... Oh ah bon? Oui, oui, on a l'électricité. Et donc on a fait la plupart des pochettes par Michel Géant, qui a son encore à Cornimont. De dos quand même. Dans la neige, c'est une photo réelle. Elle n'a pas été détourée comme on dit, elle est réelle. Alors il y avait l'assistante qui me portait un manteau pour que je n'ai pas froid entre chaque prise. On fait beaucoup de photos. Le plus ancien, c'est lequel alors? Le plus ancien, j'en sais rien. Ça doit être celui-là qui a été repiqué sur... Parce que la première maison de disques qui s'appelait Festival, je peux la nommer parce qu'elle existe depuis longtemps, quand ils ont fermé leurs portes, on a refait chez cette maison de disques, avec cette maison de disques, on a refait celui-là, mais c'est les mêmes textes du premier 45 tours. Oui, parce que bon, je suis désolé, je ne suis pas trop la génération 45 et 33 tours, mais bon, en gros, si j'ai bien compris, il faut 45 tours pour faire un 33. Oui, à peu près, c'est ce qui s'est passé là. Pas très mathématique. C'est ce qui s'est passé là, on a fait un premier 45 tours que voici, que le directeur commercial de la maison de disques ne voulait pas faire parce qu'il dit ça se vend pas. On a fait en Bretagne, on a fait dans le Nord, les compteurs, s'il n'y a pas de musique, ça se vend pas. Alors ils m'en ont envoyé 25, j'ai encore la boîte. Je suis sorti dans la rue avec ma petite boîte sous le bras. Une heure après, je n'en avais plus, je vendais 5 francs. Tu veux mon disque? 5 francs, oui, donne-le. Alors j'ai répondu tout de suite au monsieur en lui disant c'est pas 10, 15 qu'il faut m'envoyer, c'est 20, 100, 200, peut-être. À la maison de disques, qui était rue de la Gare, Madame Marshall, qui tenait cette maison de disques, il faut lui en envoyer aussi une centaine. Alors là, il n'en revenait pas. Et 2 mois après, il me dit quand est-ce qu'on fait le deuxième? Si vous ne vouliez pas me faire faire le premier, maintenant vous voulez tout de suite le deuxième. Je dis mais je vous le dirai quand je serai prêt. Ah oui, mais on perd de l'argent. Moi j'aimais bien faire les photos. Parce que je parle d'un film pornographique que je croyais aller voir un film de cowboys, comme on dit ici, un cowboy, et puis je me suis trompé, je suis arrivé voir un film pornographique dont je le raconte. On dit, le cowboy que j'ai vu, c'était pas le même, comme on avait dit. Il n'avait pas les éperons à la même place, je sais plus ce qu'il avait. C'est vieux, je me souviens plus exactement. Ouais, parce que tu as une idée du nombre de sketchs que tu as pu écrire dans toute ta carrière? Non. Là, il y en a peut-être 200 qui sont enregistrés, mais après, il y en a d'autres qui sont encore dans des tiroirs, ou des vous savez, on écrit un texte, on dit, ouais, ça va être bien, puis on dit, non, c'est pas bon. Je pense que tous ceux qui écrivent font ça, ceux qui peignent aussi, ceux qui font de la photo aussi, on est jubilé par un truc, on dit, ah ouais, ça c'est bien, puis le lendemain, on dit, oh, c'est pas si bien que ça. Ouais. Et il y a quand même un sketch qui date de tes débuts que tu joues encore actuellement? Oui. Oui, un peu aussi. J'ai fait longtemps les canards. Oui. Et moi, j'arrivais à faire les canards en me disant, est-ce que j'ai éteint le gaz à la maison avant de partir? C'est pas bon de faire un sketch comme ça, il faut être dedans. C'est un trop vieux sketch, je le fais plus. Enfin, j'ai arrangé autrement. Et donc, tu parlais de peintre. Tu as affiché une petite peinture, là? C'est monsieur l'instituteur. On va aller Vincent Telly. C'est René Vincent Telly. Et j'aime bien parce que c'est comme ça, brut de décoffrage, j'aime bien. Parce que j'en ai eu plein, des gens qui m'ont envoyé des... Oh, il y en a de toutes les façons. Bah, après, on en voit quelques autres, là. Ah, là, c'est un monsieur, ça fait très longtemps. Il a copié sur une première carte, une carte dédicacée que j'avais faite. C'est un monsieur qui habitait à Sault-le-Cerf, à côté d'Épinal. Ouais. Il y a la petite lampe, là, dans le... Là, c'est Lily qui m'a offert ça. Quand vous ne la voyez pas là-bas. D'après photo. C'est rigolo. Et tout ce que m'offre Lily, c'est sacré. Voilà, on va les toucher, hein. Voilà, pour que
peut lire. Je sais pas, bah, oui, pourquoi tu j'aime as déposé ce livre, Jean-Claude C'est Carrière? Jean-Claude Carrière, que j'ai eu la chance de connaître, de converser avec lui, de lui écrire, mais il m'a répondu. C'est un livre sur les croyances. Ceux qui sont croyants, lisez ça, ça vous remettra les choses en ordre. Je ne suis pas croyant et j'ai vraiment beaucoup de... Mais c'est bien fait, c'est très bien fait. Lisez-le, Croyance, de Jean-Claude Carrière. Très bien, très beau livre. Et l'aventure des grandes gueules, pourquoi ce livre? Alors, l'aventure des grandes gueules. Je ne pouvais malheureusement pas assister au tournage parce que je travaillais. On était sur la base de plein air, j'enseignais la voile. Et puis, à la fin du tournage, la ville de Gérardmer voulait remercier les acteurs. On monte sur la scène du casino. On a, avec les ménestrels et Jean Grossier, on a fait un petit spectacle, entre autres pour les remercier, avant de leur remettre la médaille de la ville, enfin toutes ces choses-là. Et Bourvil était dans la salle au premier rang. Et Jean Grossier me dit, tu vas faire un sketch de... Tu rigoles. Et Jean Grossier, il y a Bourvil, il y a Lino Ventura, il y a toute l'équipe. Je dis non. Mais si, donc il m'a poussé, j'ai fait un peu avec la trouille. Et après, quand ils sont montés sur scène pour leur remettre les choses de la ville, Bourvil est venu vers moi, il m'a dit, alors vous êtes une nature. Ça fait plaisir. Et le cinéma, ça t'a jamais tenté? Bah si, mais on m'a jamais appelé. Si, j'ai fait des petits films quand même. Il y a des amateurs qui ont fait des films de ce qui se passe en 40 ou pendant la guerre. J'avais tourné pas mal de films pendant la guerre. Je faisais un vieux gribouille qui était perdu dans une ferme là-haut à la montagne. Et il y a un parachutiste qui tombe dans son pré, et lui, il ne sait pas que c'est un parachutiste, il ne sait même pas qu'il y a la guerre. Il arrive avec un gros fusil, il m'avait mis un entonnoir au bout du fusil. Et puis je voulais flinguer le gars. Finalement, on est devenus copains, quoi. C'est toute une histoire. C'est long le cinéma, parce que le cinéma, il faut être très, très, très patient. On attend. Il y a de la lumière, il y a trop de lumière, il n'y a plus assez de lumière. Il y a un bruit. J'ai tourné une fois au Valtin avec un cheval de trait, de M. Ancel, au cheval. Et puis le cheval, il était très patient, mais ça dure. Le gars du son, avec ses écouteurs, il me dit, il y a un avion qui passe. Bon, on arrête. Après, il me dit, il y a une tronçonneuse au loin. Ah ouais. Après, il y a un nuage, ça n'a plus la même lumière que tout à l'heure. D'un coup, le cheval, il fait demi-tour. Et moi, c'est bien, c'est dans les... Comment on appelle ça? Après, ce qu'on ne met pas dans les films... Oui, dans les... Les didascalies. Non, Enfin, bon, ce qu'on ne met pas dans le film, les scènes coupées. Oui, les scènes coupées, quand Les bêtisiers. je cours pour attraper mon cheval. Avec mes sabots, je perds un sabot, je perds mon chapeau, puis le cheval, tagalac. Il m'avait ras-le-bol, il n'était peut-être pas assez payé non plus. Nous, c'était bénévole. Écoute, je te propose de... Je vais te donner des noms, des expressions. Et en quelques mots, pas trop loin, tu me dis à quoi ça, ce que ça t'évoque. Oui, ok. Voilà, j'ai un trouvé. Si je te dis Jean Thirion. Ah, c'est mon instituteur. C'est le seul avec qui j'ai travaillé. C'est un ancien prisonnier, il habitait Granges et il montait à Gérardmer en vélo pour enseigner en 46-47. Et c'est le seul qui a compris qu'il fallait comprendre les élèves. Souvent on dit, ah là, lui il n'a encore rien compris, en parlant de moi. Il n'a encore rien compris, toujours le même. Et on n'avait pas, à 10 ans, 10 ans, tu sais pas lui dire, mais si j'ai pas compris, c'est peut-être que vous m'avez mal expliqué. Et lui, par contre, j'aimais bien parce qu'on avait des bancs en bois, c'était sinistré, il n'y avait plus d'école, on était installés un peu n'importe comment. Il me donnait un coup de cul comme ça, pour me pousser sur le banc, et dire, alors, où c'est que t'en es? Il y a un champ, il faut mettre une clôture. J'étais perdu, je ne savais pas lire l'énoncé. Il me dit, mais c'est tout simple. Il parle de mètres, 100 mètres, il faut tant de mètres. Eh bien, on va prendre un carreau, il y a des carreaux sur le mètre. Puis un carreau, ça fait 1 mètre.
Puis la porte, il y a 2 carreaux, il n'y a pas besoin de grillage. Enfin, voilà. Et là, j'avais compris tout de suite. Mais c'est le seul. Oui, vous avez pu comprendre que... Le dernier, j'allais au charbon, il ne m'empêchait pas d'aller au charbon, parce qu'on avait des fourneaux. Et je prenais la clé, il m'a réduit un peu plus loin, j'allais chercher du charbon. Et il me disait, pendant qu'il est au charbon, il faut la paix, quoi. Donc j'allais au charbon au sens réel du terme. Bon, si je te dis cerise banane. Ah, ça c'est drôle. Pendant la guerre, juste à la fin de la guerre, on vivait à la cave, comme beaucoup d'entre vous sont dans les anciens, peut-être non, je suis le plus vieux quand même ce soir ici. on dormait à la cave, ceux qui s'en rappellent, parce qu'il y avait des obus et ça. Et il y avait des obus qui étaient tirés depuis le Tony, le syndicat, qui atterrissaient vers son rue par là. Les Français, hein, les Alliés qui tiraient pour les Allemands. Et à la cave, on entendait le départ de l'obus, qui faisait poum. Et puis ensuite, quand il passait au-dessus, ça sifflait comme ça. Et quand il atterrissait, pardon, ça faisait bam. Et mon père, pompier, au lieu d'avoir la trouille, parce qu'il était sûrement, bien sûr, inquiet, sinon la trouille, on est inquiet, et il me dit, tu te rends compte, on entend, écoute, ça fait pomme, cerise, banane. Inoubliable, ça. Elle dit, des fois, on entendait pomme, banane, merde. Il est tout près. Inoubliable, pomme, cerise, banane. Un petit saut dans le temps. Je te propose des schtroumpfs qui courent sur la mer. Ah ouais, parce que quand j'ai passé mon diplôme de voile à Quiberon, au Centre national de voile, ils se moquaient de moi parce que les copains me disaient, ils m'invitaient tous soit en Méditerranée, soit sur l'océan. Et ils me disaient, tu navigues où? Bon, des Vosges. Ah ouais, il y a quoi dans les Vosges? On a un lac. Et il est grand. Ça dit, c'est la voile à l'intérieur, ceux qui connaissent un peu, c'est difficile, surtout Gérard May, parce que le vent vient d'un petit peu partout. En règle générale, il venait de l'ouest, mais nord-ouest, sud-ouest, et on est sans arrêt en train de surveiller les pennants, la girouette, de manière à naviguer auprès. Et j'étais un de ceux qui le faisaient le mieux dans la baie de Quiberon. Et puis, ce qu'il faut signaler, ça, que à l'examen oral, moi, j'étais sorti de l'école à coup de pied dans le cul, donc je n'avais aucune notion des forces, des parallélogrammes des forces. Bon, et j'ai tout appris. Et les copains me disaient, viens, on va à Quiberon, on va boire un pot après les cours. Je dis, non, je révise. Et j'avais trouvé pour la partie pédagogique, coefficient 3, j'avais trouvé, c'est parce que c'est bête le vent. Comment expliquer le vent aux enfants? Il vient d'où, il va où, c'est très vague. Et là, j'avais trouvé l'astuce de dire c'est les schtroumpfs qui courent, c'était la pleine époque des schtroumpfs. Il y a une tripotée de schtroumpfs qui arrivent sur l'eau. Ils courent. D'un coup, certains, paf, se bloquent dans une voile. Ça peut être une voile, ça peut être autre chose. Là, c'était une voile. Et les autres de chaque côté, devant le bateau et derrière le bateau, passent plus vite en disant vous avez les autres, attends, on va vous rattraper. Et ils rattrapent derrière, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tellement la poussée qu'il y a sur la voile, mais l'aspiration qu'il y a derrière. Et cette aspiration, elle est créée parce que les autres veulent rattraper les schtroumpfs qui étaient passés de chaque côté. Et les profs, quand ils m'ont vu parler de ça, ils ont dit ça. C'est la première fois qu'on me parle de ça. Si bien que, sortant major de promo en naviguant sur le lac de Jarence, je sors major de promo grâce au coefficient de la pédagogie, et on m'offre un poste à Quiberon, comme enseignant. Et je rentre et je dis à Marie-Claire, qui était ma première épouse, qui était institutrice à Gérardmer, je lui dis, fais tes valises, on va à Quiberon. Elle me dit, tu iras tout seul. Je n'y suis pas allé, et finalement, quelque chose de malheur est bon, comme dit toujours Lily.
à quelque chose malheureusement, parce que je n'aurais jamais fait le spectacle que le représentant de Vanoni sur scène. C'est marrant, comme dans la vie, on peut prendre des chemins. Alors je vais te citer 4 noms. Bernard Claude, Jackie Le Chémel, Jean-Marie Vicario, Paul Marande. C'est toute une équipe. On avait envie de bouger, hein, j'avais 17 ans, c'était en 52, et on a pris le train à Colmar avec nos vélos dans la marchandise. À Marseille, on est parti en vélo jusque Menton. On a fait toute la Côte d'Azur en 1952, où il y avait peu de contraintes, parce qu'on faisait du feu où on voulait, on campait où on voulait. C'était formidable. Ouais, avec Vicario n'était pas là. Vicario, il était dans une autre. Parce qu'on avait rencontré sur le lac où j'allais souvent au pédalo, chez Firas, chez Jebou, j'allais souvent là au pédalo quand je me dérangeais avec mon père. Et un jour, on rencontre des Allemandes, des filles de Sarrebruck qui viennent, qui avaient notre âge. On sympathise, on échange nos adresses, on n'avait pas de portable. Et on s'est dit, bon, les filles, on ira vous voir à Sarrebruck. On correspond par écrit. Il y en a un qui a réussi, je crois que c'était Jean-Marie Vicario, à trouver le téléphone de la fille. Et nous voilà partis en vélo. Gérardmer, Sarrebruck. Donc on a dormi le premier, ça devait être Pentecôte, il y avait 3 jours, un truc comme ça. On a dormi le premier soir à Sarrebourg, je crois, à l'auberge de jeunesse, puis on est parti le lendemain. Et quand on est arrivé, qu'on a vu nos copines, qu'on avait vu qu'une petite fois en fait, arriver, il y en avait 2 grandes qui avaient comme nous 16, 17 ans, et puis une petite qui avait 10 ans. Moi j'attendais qui c'est là. Et qui c'est là, ça peut pas être elle quand même, elle a 10 ans. Là. Elle dit qui c'est là, elle vient me dire qui c'est là, pas sortir, papa veut pas. Enfin. Alors les autres donnaient des bisous sur un banc à leur copine, et moi je donnais du pain aux pigeons. Avec la sœur de qui c'est là. Je crois que c'est aussi avec tes amis que tu as fait tes premières armes de scène qui n'étaient pas fameuses. C'est pas avec eux que tu as eu un premier orchestre où tu jouais de la guitare? Ah oui, oh là là, mon Dieu, les troubadours du jazz. On était 5, il y avait un musicien. Paul Marande qui jouait du classique, sa maman voulait qu'il joue du classique, puis dès qu'elle était partie, il jouait du jazz. Puis on a monté un orchestre. Moi je jouais de la guitare. J'avais 2 accords. Quand je voyais qu'il y en a qui fixait ma guitare à un guitariste qui était dans la salle, je cachais ma main derrière le pupitre. Pas que... Mais on y allait à l'association jeunesse. On est venu jouer chez Grand Bernard, ceux qui connaissent d'abord, pour le bal du ski. C'était une catastrophe. À 10h30, 11h, il n'y avait plus personne dans la salle. Et le lendemain, mon père passe chez Grand Bernard, qui était copain avec lui. Et Grand Bernard dit, qui connaît peut-être, on a eu des jeunes Jérôme hier, oh là, c'était pas genre, mais n'importe quoi. Il dit, oui, je sais, mon fils. Remarque, ils sont pas méchants, ils sont... Mais bon... Troubadour du genre. La question suivante, c'est en fait un indice sonore. Est-ce qu'on peut avoir la musique? C'est les ménestrels. Eh oui, c'est les ménestrels. Alors moi je faisais déjà du théâtre quand je suis rentré du régiment. Et puis Jean Grossier me dit, tu viens avec nous, on fait du folklore. Je dis, moi défiler en sabot dans la rue, ça ne me tente pas. Il me dit, non, mais on ne fait pas que ça. Donc il m'explique tout ce que faisaient les ménestrels. Je dis, bon, on y va. Et puis j'ai joué avec la troupe. Et puis un jour, on s'est dit dans une veillée, parce qu'on partageait la veillée sur scène en 2 parties, l'été et l'hiver. C'est important chez nous de différencier les 2 choses. Et dans la partie hiver, les veillées, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Il y en a qui filent la laine, il y en a qui font des essis, des bardeaux, vous savez, sur scène, il y avait des popos. Il y en a même un qui est venu avec des poules, des vraies poules qui allaient chier dans le public, c'était des restaurants. Et puis, on
dit, il faudrait qu'il y ait un truc marrant, parce que le folklore, au bout d'un moment, chante, danse, chante, ça risque de lasser un peu. Et on s'est dit, il y a peut-être un petit vieux qui habite, un petit jeune plutôt, qui habite au-dessus, qui voit de la lumière, et qui vient un peu faux cul comme ça. Ah, vous avez du monde, je ne veux pas vous déranger. Mais si, rentre, on boira un canon. Ah bon, si vous insistez. Et le rôle m'est tombé dessus, avec grand plaisir d'ailleurs. J'arrivais avec une lanterne, ma pèlerine, et puis on me disait, il t'est rien arrivé la semaine-ci? Bon, ben si. Alors, et je racontais une histoire qui durait 1 minute et demie maxi, pour ne pas empiéter sur le travail des ménestrels. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et à la fin de la soirée, enfin, de la représentation, souvent, on dédicaçait déjà les disques des ménestrels du folklore. Et souvent, on disait, ben, celui qui raconte des conneries, il n'y a pas de disque. Et non, il n'y a pas de disque. On aura réussi à convaincre un Parisien, je le disais tout à l'heure, qui a réussi à me faire un petit 45 tours, qui n'y croyait absolument pas. Et après, ça a fait les petits. Bah justement, c'est peut-être l'indice suivant. Si je te dis, c'est la danse des canards, quel est le lien avec toi? Non pas le sketch. Est-ce que ça te parle? Tu te rappelles qui est le producteur de la danse des canards? Ah oui, c'est ma maison de disques. Et oui, parce que en Hollande, déjà sortait ce disque que tout le monde connaît. Et puis, personne ne voulait produire en France ce disque-là. Ils disaient, c'est de la connerie, les trucs. Bon. Et mon producteur qui avait le fin nez, il s'appelait Pierre Célie, C-E, accent aigu, L-I-E, Célie, un gars du Nord, un ch'ti comme ça. Il a dit, moi je prends, je suis sûr que ça va marcher. Et puis on entendait ça partout. J'étais en vacances dans le Midi, on entendait, c'est la danse des canards. Et je disais, Pierre, bon, le tiroir qui est sous. Et du coup, par rapport à ce producteur-là, c'est avec lui que tu as fait le plus de disques, c'est ça? Bien sûr, parce que la première maison de disques après Festival, j'ai dit tout à l'heure, a fermé. C'était le groupe Hachette, les gens qui avaient des actions ont voulu reprendre leurs actions, finalement. Et ils ont fermé la maison Festival. C'était pointure, il y avait Verschuren, tout ça, il y avait des gens importants pour l'époque. Et puis, donc, ces deux frères Célie, venant du Nord, ont ouvert une maison de disques à Paris parce qu'ils voulaient faire à Lille, parce que c'était des mecs du Nord. Et à Lille, on leur a dit, en France, c'est encore maintenant comme ça, on leur a dit, allez, on ne vous croira pas, il faut une adresse postale à Paris. C'est dingue ça, hein, pour l'édition, je pense que c'est pareil, il faut vraiment avoir une... Alors ils sont venus la mort dans l'âme à Paris, rue Le Pic, pour faire leur petite maison de disques qui a bien marché, avec Barzotti, entre autres. Ouais, Barzotti qui a vendu 3 ou 4 albums 33 tours qui ont très bien marché, que j'ai connu à ses débuts. Barzotti, ainsi que, comment il s'appelait, celui qui avait le grand fume-cigarette. Chérie, on l'avait. Sapritch. Alice Sapritch. Alice Sapritch. C'est des drôles avec Alice Sapritch. Ils n'ont rien gagné, mais ils ont fait un disque avec elle. Je ne connais pas, c'est pas ma génération. Il y avait aussi un machin, comment il s'appelle? Besoin de toi, envie de rien. Je le dis. Peter Leslie. Alors oui, ça a bien marché aussi. Puis beaucoup de folklore du Nord. Alors je te propose maintenant un petit questionnaire vrai-faux. Oui. Tu dis si c'est vrai, si c'est faux, tu peux commenter. Tu n'auras rien envie de dire, tu dis rien. Voilà. Je sais que tu parleras de toute manière. Les journalistes m'aiment bien parce que moi, tu me branches, il faut trouver la prise, après il faut tirer la prise. Bon, vrai ou faux, tu as porté la flamme olympique. Oui. Oui, quand je suis sorti du diplôme en 1967, décembre 67, la flamme olympique est arrivée, on a porté sur un truc comme un sac à dos. On a mis en route le téléski du Grand Ronde, on est descendu sur le Chajou. Les Bressots sont venus nous chercher, nous ont emmenés place de Chantel là derrière, sous une pluie battante. Elle s'est éteinte à Grouvelin, la femme, on essayait d'arriver, c'était pas la vraie, hein, c'était une autre. Et puis arrivé là, on a eu les discours de tout le monde, et nous on était là grelottant, mouillés jusqu'au slip. On disait c'est bien beau, mais on rentre comment? J'ai ramené. Autant pis. On nous a ramené.
Voilà, je suis désolé, Claude. La flamme olympique de Paris 2024 ne passe pas par les Vosges. Désolé. Mais c'est pas les Jeux d'hiver. Hein. C'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Moi, non. C'est pas très important, même l'escalade. Nouveau sport Ah olympique. oui, mais c'est l'escalade à l'intérieur, sur des murs. Ça n'a plus rien à voir. Il fallait aller à Martinsville faire de l'escalade. Ça, c'est du boulot, parce que tu as du gaz en dessous. Bon, allez, un autre vrai ou faux. Ta carrière a démarré, entre autres, grâce au Chéri d'Edith Piaf. C'est-à-dire que quand je commençais à faire... C'est faux déjà. Oui, oui, non, c'est vrai. En dehors des ménestrels, je travaillais... voilà, parce que ça s'est passé comme ça, au Normandie, à Gérardmer. Il y avait un dancing qui s'appelait le Normandie. Et en juillet et août, il y avait toujours un artiste qui venait tout le mois. Et ce jour-là, ce gars déclare forfait 8 jours avant de venir. Il s'appelait le chanteur sans nom. C'était un Chéri d'Edith Piaf. Et il déclare forfait. Et Monsieur Martin, qui était directeur de ce truc, il me dit, il faut absolument que tu me dépannes. Et alors moi, pendant un mois, j'étais maître nageur. Et comme il pleuvait tous les jours, j'avais le temps d'écrire. J'étais maître nageur à Millau nautique. Et le soir, j'étais au casino, je pastichais des chansons. Je mettais des paroles à moi. Pardon, c'est mon micro. Je mettais des paroles à moi sur une chanson qui existait. Voilà. J'ai fait ça. En revanche, il y a un autre personnage, vrai ou faux, qui aurait pu te coûter ta carrière, ou au moins ta carrière radiophonique. Ce serait François Mitterrand. En 1959, je suis dans une émission qui s'appelle Les bébés gays et forts. Il fallait être sportif et humoriste. Et je me retrouve avec François de Gelt, Colette Renard et d'autres artistes, René-Louis Lafort, pour ceux qui connaissent les anciens. Et je reste avec les monteurs, les organisateurs de cette émission, c'était Bernard Hubren et Jean Bardin et Bernard Hubren. Jean Bardin et Bernard Hubren. Et pendant que moi j'ai joué, au lieu de m'emmerder à l'hôtel, je reste avec eux, ça vous gêne, pardon. Le téléphone sonne dans la soirée, il décroche et je les vois. Ah non, ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Mitterrand. Il s'était fait tirer dessus, faussement tirer dessus, dans l'affaire du square, je ne sais plus, 59, hein, octobre 59. Il avait inventé un attentat. Il a laissé sa voiture, il est parti se cacher, puis on a tiré dans la voiture. Il n'y avait plus personne dans la voiture. Il fallait le faire quand même. Et du coup, l'émission a été coupée. Ah, l'émission n'a pas donné ce qu'elle donnait, ce qu'elle aurait dû donner. La montagne à couche, je suis le lendemain, j'avais la liberté de je vais venir à Paris, la montagne à couche, je me souviens. Je n'essaierai pas de te faire des blagues parce que ça va être trop nul à côté des tiennes. Donc voilà, d'habitude j'aurais répliqué, mais là je ne le fais pas. Tu peux. Vrai ou faux? Tu as fait le coup de la panne à Céline Dion. Attention, ça devient... Oui, mais là, je suis obligé d'expliquer. Parce que je travaillais, je passais dans l'émission Champs-Élysées. Et Drucker prenait des gros risques parce que l'émission était en direct total. Donc il fallait qu'on répète. Et on a répété 3 jours avant l'émission. Il fallait venir le jeudi, vendredi, samedi. Et le samedi matin, on répétait les voitures, ceux qui se souviennent, arrivaient dans des vieux capots. Et avant de rentrer dans la salle, Drucker disait, voilà, sortie d'une B12 Citroën, machin, un tel, une telle. Et on répète ça l'après-midi. Et j'étais assis dans une C6 Citroën à côté de Céline Dion. Il y avait aussi un autre chanteur, Félix Gray. Félix Gray, il voulait draguer Céline Dion. Et Drucker a dit non, tu vas devant avec le chauffeur. Et moi j'étais derrière avec Céline. Il avait confiance en moi. Mal placé peut-être, je sais pas. Elle était entre 19 et 20 ans, 1988. Et puis, on arrive avec cette voiture, pof, elle tombe en panne. Pas Céline, hein, la voiture. Et bon, il répare, on était derrière, on attendait que ça se passe, puis on bavarde un petit peu. Puis elle me dit quand même, t'as un sacré acte, t'as un drôle d'accent. J'ai dit, mais tu sais, moi j'habite dans un petit Québec, des Vosges avec des rivières, des sapins, des lacs, la neige l'hiver.
avec une souffleuse. C'est pas une turbine, c'est une souffleuse. Enfin voilà. Et chose assez particulière, quand Drucker nous annonce, là, en réalité, là, le soir, après, la voiture a pu retomber en panne, heureusement. Céline descend et Drucker dit Céline Dion, qui n'était pas très connue encore, et une chanteuse québécoise, et je croyais qu'elle allait rentrer, quoi. Et puis elle s'arrête et elle me tend la main pour qu'on rentre ensemble. Et moi j'ai tendu la main à Félix Gray derrière aussi. Donc elle se dit, mais c'est authentique, hein, et vraiment, il y a une chose aussi qui nous sidérait, quoi. Parce que vous savez, quand on tourne une émission comme ça, on répète, on répète, on répète. Et Céline, elle a dû chanter pas l'intégralité de la chanson, mais au moins un petit couplet, un petit refrain, pour cadrer, pour le son, pour l'image, pour le son. C'est affolant, quoi. Et les techniciens, souvent, ils en ont ras-le-bol, ils regardent en disant quand est-ce qu'on va rentrer à la maison. Eh bien, la chose incroyable, dès que Céline, j'étais là devant, écoutez toutes les oreilles grandes ouvertes, les yeux aussi devant Céline, et dès qu'elle avait fini de répéter, ils s'applaudissaient. Je n'ai jamais vu ça autrement pour qui que ce soit d'autre. Donc c'est un signe, quoi. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même une voix. Oui, 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 oui. Alors, en revanche, il y a quelqu'un, peut-être, a priori, si j'ai bien compris, qui t'apprécie un petit peu moins, ou qui s'apprécie peut-être un peu trop lui-même. Francis Lalanne. Il aurait été jaloux de toi. J'étais invité dans une émission, comment il s'appelait Lily, qui se rappelle plus, l'émission de la rue. Oui, merci, de la rue. Il faisait le lundi et le mardi, les pour, et le mardi les contre, sur un sujet donné. Et ce jour-là, le lundi, il y avait les victoires de la musique, je ne sais plus quoi, qui l'empêchait de faire. Donc il fait le mardi, les gens qu'on ne voit pas souvent à la télé, qu'on ne voit jamais à la télé, dont je fais partie. Et il y avait... il y avait plein de je ne me rappelle plus. Comment il s'appelait, ceux qui étaient avec moi. Enfin, il y avait des artistes qu'on ne voit jamais à la télé, mais qui travaillent toujours. Des gens on est surpris de se rendre compte que et tous les samedis, voire tous les jours de la semaine, ils sont quelque part en spectacle. Et moi, il m'avait dit, bon, on t'appellera à ce moment donné, parce qu'il y avait énormément de coups de fil qui m'appelaient pour moi. Et Lalanne, qui n'était pas invitée, avec ses bottes et sa queue de cheval. Au dernier moment, parce que tu étais du direct aussi, au dernier moment, quand on te dit attention, 5 secondes l'antenne, c'est à nous, 4, 3, il vient s'asseoir, alors qu'il devait être dans le public au fond. Il vient s'asseoir comme ça, à côté d'une demoiselle qui était là, et de la rue, c'est oui, de la rue. Quoi faire? Obligé, l'antenne, ça y est, on est dedans. Ah, Francis Lalanne, oui, j'ai laissé ma place à la demoiselle. Et voilà qu'il commence à parler de sa queue de cheval et de ses bottes. Et il donnait l'adresse de son bottier. Et qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Il m'a piqué toute la fin de l'émission. Cela dit, je l'ai jamais vu après. Ah si, il m'a dit, j'étais avec Léa, ma fille, qui avait quelques années, là, qui avait 12 ans. Et comment elle s'appelle, ta fille? Léa. Quelle drôle d'idée. Et la tienne? Ah, Léa. C'est Lalanne, quoi. Il y avait Daniel Guichard, Hubert Félix Stéphane, Juliette. Voilà, Juliette, oui. C'est dans le livre. Non, mais je disais après. Ma mémoire, elle est là. Non, merci. Allez, encore un petit vrai ou faux. Tu as pratiqué le ski, la voile, le canoë, la plongée, la spéléo, l'escalade, et tu as même arbitré, ou presque, un match de foot alors que tu ne connaissais pas les règles. Ouais, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on était deux profs de... Je faisais fonction de prof de gym en attendant qu'on me trouve un poste au plein air. Toutes les choses qu'on vient d'expliquer là, voilà, etc. Et j'étais à la Creuse, c'était assez... Le collègue me dit, je ne serai pas là, je suis sur un cross, est-ce que tu peux emmener
un mercredi après-midi les élèves au foot. Moi, je ne faisais pas du tout les sports collectifs, je ne faisais pas. Mais je dis oui, bien sûr, si ce n'est que pour les conduire et les ramener, pour avoir un prof avec eux, voilà. Donc j'ai été... mais j'ai dit, je vous préviens, j'arbitre pas, je n'y connais rien du tout. Un jour, j'ai voulu shooter pour faire un penalty, je me suis payé le gazon et une tendinite. Je ne suis pas doué pour les ballons. On ne peut pas être doué partout. Allez, un petit dernier vrai ou faux. Tu as bavardé avec Jean-Luc Lahaye qui ne comprenait rien à ton accent vosgien. Ah mais ça c'est faux. Oui, Définitivement faux. Oui, c'est faux. Je l'ai vu jouer une fois dans une boîte de nuit à Gérardmer. Je ne sais plus où c'était. Donc il est venu chanter. Hein. Voilà. Ok. Jean-Luc Lahaye, sinon j'ai pas. Faut que j'aille ouvrir. C'est chez toi, moi j'en sais rien. Moi je crois que c'est chez toi. C'est peut-être pour le recensement. Bon. En ce moment, il y a qui derrière la porte? Ah, c'est pas vrai! Salut mon compteur adoré! La surprise! On a eu tout à l'heure au téléphone, il n'a pas dit ça, il n'a rien dit. Motus et bouche cousue. Ça fait 3 semaines qu'on est... C'est vrai. Oui. Dominique Walter. Dynamique. Oh non, assieds-toi, je prends un tabouret. Oh non, Mais tu vas pas rester debout. Non. T'as pas mal des jambes? J'aurais assez quoi, ça va? Oh, je pense, oui. Voilà. Ça alors, si je m'entends Bah oui, bien. mais il a fallu que je joue, hein, parce qu'il me téléphone Tout à l'heure. Oui. en me disant plein de choses, qu'il ne me regarde pas d'ailleurs. Et puis à un moment, il me dit, ce soir, tu comprends, il dit, oui, mais moi je suis très pris. Et j'ai changé la conversation très rapidement pour... je suis parti ailleurs, hein. Je ne savais pas trop comment m'en dépatouiller. Je lui ai dit, non, il ne faut surtout pas que je fasse la gaffe, en fait, pour que la surprise soit totale. Ah, c'est une surprise totale. Voilà. Alors du coup, Dominique, tu te connais depuis quand? Comment ça s'est passé vos rencontres que vous jouiez ensemble maintenant? Alors, comme je le raconte d'ailleurs un peu en spectacle, je connaissais Vanoni comme tout le monde connaît Vanoni, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je suis allé le voir à Gringe-sur-Vologne, là où j'habitais, dans la salle des fêtes. Et je me suis retrouvé contre la porte au fond, tellement il y avait de monde, hein, vous vous doutez bien. Et puis, après, je ne l'ai pas revu pendant la Saint-Glingue, là, quoi. Ah, et puis, à la MCL, à la Maison de la Culture, à Gérardmer, j'ai une copine qui dit, écoute, j'ai des places, est-ce que tu veux venir? Ouais, pas de problème, je viens. Je m'installe, tranquillement, et c'était un enregistrement d'ailleurs. C'était l'enregistrement du CD pour ton livre. Et je rigole. Et quand je rigole, j'ai de la voix. Ha! Vous voyez, j'ai un peu... Ah oui, je fais péter les sonotones, quoi. Hein. Donc je ris, mais quand je ris, vraiment, il m'a vraiment éclaté. Et il y a une dame à côté de moi qui, à la fin du spectacle, me dit tout simplement, dites donc, vous, hein, on peut dire une chose, c'est que le spectacle vous a plu. C'était le moins qu'on puisse dire, la pauvre. Mais voilà, c'était Madame Vanoni qui était à côté. On a fêté ça? Ah tu m'étonnes. Et puis, salut. Donc voilà, cette dame nous a mis en relation, si vous voulez. Et puis, il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont cumulés. À savoir, d'abord, Claude, vous le savez maintenant, joue très très bien de l'harmonica. N'est-ce pas, Marie? Oui, enfin bon, peut-être je ne vais pas citer tout le monde qui est ici. Et, il jouait très bien de l'harmonica et il fallait enlever un peu la poussotte qu'il y avait dessus, voyez-vous, parce qu'il n'avait pas joué depuis... 1947. On va dire ça. J'étais scout et je jouais de l'harmonica en 1947, j'avais 12 ans. Et je venais avec ma guitare quand j'étais invité, et je venais avec ma guitare, et hop. Et je disais, mais tu devrais jouer de l'harmonica, c'est ce que tu dis d'ailleurs en scène. Et je m'a dit, je ne peux pas jouer tout seul. Bon, à ce moment-là, je viendrai avec toi si tu le souhaites. Et c'est comme ça qu'on a commencé
notre partenariat, puisque ça fait 15 ans que ça dure, qu'on est le couple infernal des Vosges. Voilà. Et ça se passe vraiment très bien. D'ailleurs, comme je savais que je venais, depuis que Claude m'a pris par la main pour faire toutes les plus belles scènes de France, il faut bien quand même le dire, et disons que j'ai l'aura des gens qui m'aiment bien, qui viennent nous voir et qui m'aiment bien. Bon, tout le monde m'aime, mais il y en a un certain nombre. Et comme je suis auteur-compositeur, j'ai mis en place dans tes spectacles les chansons sur les Vosges. J'ai composé 2 chansons. La première, Comment Vanoni. Très bien, merci. Et la deuxième, il y a à peu près une dizaine d'années, La chanson des amis. Là-dessus, je chante Les Vosgiennes quand je suis en spectacle avec Claude, et également Le Coton, qui est la chanson sur le textile vosgien, et que j'ai bien connue, puisque moi-même, je suis un pur sujet du textile vosgien. Voilà, hein, puisque Grange-sur-Vologne, Walter Seitz, vous faites le rapport. Voilà, c'est très bien. Et je peux vous annoncer que grâce à Claude, donc j'ai sorti plein de clips que j'ai mis sur internet comme ça pour m'amuser. Et grâce à Claude et à Laura qui m'a propulsé avec tout le public de Claude, eh ben, je peux vous annoncer que depuis le 15 janvier, j'ai eu 1 million de vues. De vues, et notamment les chansons des Vosges qui alors pètent des scores comme c'est pas permis. Donc voilà, merci Claude. Merci Dominique. J'imagine aussi devenu ami dans la vie. Oui, bien sûr. Oui. C'est simple. Claude est une personne extrêmement agréable, extrêmement simple. Bon, je ne parle pas de Lily. Lily, c'est la reine. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais Claude, c'est quelqu'un, c'est une grande vedette. Il faut dire ce qu'il est. Hein. C'est notre star à nous. Mais c'est une vedette. Je me rappelle notamment, c'était juste avant ou après le Covid qu'on était allé en Bretagne? C'était fin janvier, mais c'était avant. Avant, oui. En Bretagne. Moi, c'est la première fois que j'allais en Bretagne. À Dinan. À Dinan. À côté un petit village à côté de Dinan. Ouais. J'étais loin, je me suis dit, bon, Vanoni, ça va porter quand même ses fruits, certainement. Ah, tu m'étonnes que ça va porter ses fruits. Ça a été rempli en 15 jours. Il y avait 500 personnes dans la salle, c'était complet. Et Claude, extraordinaire comme d'habitude, avec une facilité. Il s'organise pour ne pas parler trop avec l'accent vosgien quand il est avec des Bretons, notamment, là. Et il a cette faculté de s'adapter à son public. Et moi, j'ai été étonné de voir la manière dont il gérait ça. Alors, vous allez dire, je lui fais du violon. Je n'ai pas besoin de lui faire du violon. Je vous le dis honnêtement, c'est une personne formidable. Voilà. Voilà. Et dernière petite anecdote. Justement, j'allais dire pendant que Claude débouche le champagne. Oui. Est-ce que tu as quand même quelque chose à révéler, quoi, une petite révélation? C'est pas que les gens ne connaîtraient pas. C'est pas une révélation, c'est amusant dans le sens, justement, en Bretagne. Moi, je suis passionné des vieilles maisons, des vieilles villes, etc. Il faut toujours que j'aille fouiller un peu partout. Et je dis à Claude, en passant dans une rue, justement... À Dinan, pardon, oui, à Dinan. Je vois une vieille maison, mais une vieille maison qui avait du caractère, vous savez. Du Moyen-Âge, Comment? Du Moyen-Âge. Ah, du Moyen-Âge, était de 1420, quelque chose comme ça. Je dis à Claude, écoute, excuse-moi, il faut que j'aille la prendre en photo, elle est trop belle cette maison. Donc, je vais prendre cette maison en photo. Puis, au moment où je vais appuyer, il y a un gros bonhomme au premier étage qui ouvre sa fenêtre. Ah, j'ai dit, oh, excusez-moi, monsieur, je vous ai pris en photo. Parce que votre maison est vraiment trop belle et on est des touristes et permettez-moi de refaire la photo. Alors il ferme la fenêtre, paf, je prends la photo, il ouvre, ça va, c'est bien, oui, très bien. Vous venez d'où? On vient des Vosges.
Je vous le donne, Émile. Il n'y a qu'une personne que je connais dans les Vosges, c'est Vanoni. Il est là. Et il est descendu, il nous a payé l'apéro. Voilà. C'est pas formidable ça. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais. C'est des trucs... Il y avait d'ailleurs des disques, oui, tu lui en as dédicacé dédicacé un disque, oui, tout à fait. Voilà. Ça se fait pas à bord de champagne tout seul comme ça. Ou quatre. Ça fait partie du spectacle de ce soir, hein, du salon. Ouais, bah oui. Hein. C'est dans le salon. Désolé, on n'est pas très nombreux dans ton salon, même s'il y en a beaucoup qui nous regardent. Bon, bah, écoute, voilà. Bah, merci. Et merci Dominique. C'était grand plaisir. Hein. Tu restes avec nous quand même, hein. Tu parleras pas tout de suite. Hein. Tu sais que ils connaissent mon emploi du temps de demain, donc oui. C'est vrai que... C'est pour ça que je disais, bon, ils sont pas là. Hein. Bah oui. Bah oui. Mais j'ai... T'as trempé un disque, je me suis dit que tu allais pas venir ou pas. Non, je t'en ai parlé au téléphone. Ah oui, non, mais j'ai fait tout pour que tu penses que... Ça, je sais pas quoi. Merci. Xavier. Merci. À votre santé. Désolé. À votre bonne santé. Il paraît que le champagne, ça déligue un peu les langues. Oui. J'ai pas besoin, moi. Alors, ça dépend. J'ai cru entendre dire que vous aviez une manière très curieuse, Lily et toi, de vous dire je t'aime. Ah. Alors là, on dit pas je t'aime chez vous, on dit comment? On dit tellement. Et d'où ça vient alors? Ah ouais, c'était d'ailleurs gravé sur le... Elle a fait un coussin parce qu'elle fait beaucoup de couture, Lily. Non, mais ce que je voulais t'offrir pour la Saint-Valentin. Ah oui, c'était oui. aussi, voilà. C'est plus actuel. C'est toujours tellement. Sous-entendu, je t'aime tellement. On s'aime tellement. Ben, C'est formidable. J'ai une chance inouïe. Je dois dire que sans elle, je ne sais pas si je continuerai encore les spectacles. Alors tu veux savoir ce qu'elle m'a dit de toi? C'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui me botte, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Qui me botte les fesses, quoi. Qui m'admire, mais en fait, qui me tire et qui me dit, il faut faire ça. Et puis je fais, oh. Et puis je le fais. C'est ce qu'elle m'a dit de toi, en fait, de votre relation. Je l'ai écrit parce que vraiment, ça ne s'oublie pas. Elle m'a dit, on s'épate, on s'admire. Oui. Ah oui. C'est important dans un couple de s'épater, de se surprendre, de s'admirer. Parce que si on commence à dire au point de meneur, c'est long. J'ai une petite histoire, elle est très courte. Hein. Pour la Saint-Valentin, il y a une femme qui dit comment je ferais pour que mon mari s'occupe un peu de moi la Saint-Valentin. Sa copine lui dit mais écoute, tu te mets en loup noir, un masque noir, tu t'habilles en noir, tu mets un déshabillé noir, des bas noirs, un porte-jartel, tout ça. Puis tu l'attends. Puis lui il arrive et fait alors Zoro, quand est-ce qu'on monte? Elle est pour la Saint-Valentin, c'est pour ça. C'est pas la comprise, quoi. Alors, en continuant un peu dans les choses légèrement intimes, j'ai rencontré il y a quelques temps, à l'Épinal, pendant un week-end, où ils faisaient ce qu'ils appelaient les bibliothèques vivantes. Des personnes qui racontent des expériences qui sont un peu comme des livres qu'on emprunterait dans une bibliothèque. Quelqu'un qui racontait l'histoire du naturisme au Cap d'Agde. Il m'a dit, et puis voilà que, juste pendant que je demandais un cornet à la caissière, voilà qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi et qui me dit, bah alors, on est Vosgiens? Je me retourne, c'était le clown. Parce que donc j'ai découvert à ce moment-là que oui, tu es un fervent adepte depuis très longtemps du naturisme. Oui, de toute simplicité, vivre nu, tout simple. J'ai découvert ça avec mes copains à l'île du Levant quand j'ai fait
quand on a fait ensemble Marseille-Menton en vélo, et on arrive dans un camping, et il y a un gars qui nous dit « Vous n'êtes pas des Vosges ?» Nous avons entendu parler, hein. Ben, il avait été garde forestier à Martin-Pré pendant quelques années, monsieur. Donc il entendait l'accent roumain. Il dit, vous voulez vous rincer l'œil, les jeunes? Il y a une île en face, ils sont tout nus, tous à poil. Bon, nous, les femmes aussi. Et il dit, oui, les femmes, les grands-mères, les enfants, tout le monde. Vous prenez le bateau, vous y allez, mais il faudra vous mettre nus aussi, hein. Bon, on y va, on s'est mis nus. Et puis on s'est baigné en toute simplicité. Et quand on est rentré, c'est surtout... Les autres n'ont pas été sensibilisés par ça. Moi, oui. J'ai dit, qu'est-ce que c'est bien. Il n'y a plus de problème. On nageait nu. Vous ne pouvez pas savoir si vous ne l'avez jamais fait. Essayez un jour de nager nu. Bon, au lac des Corbeaux, ça va les rétrécir un peu, les hommes. Mais c'est vrai, c'est formidable en piscine. D'ailleurs, il y a des piscines qui sont réservées aux naturistes. Et puis après, en rentrant, j'ai essayé de trouver des clubs, ils appellent ça des camps, j'aime pas, parce qu'on est obligé de s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi qui est là, on ne doit pas être vu par d'autres. C'est encore attentat à la pudeur si on vous voit nu. Je raconte une histoire. Il y a une dame qui va au commissariat de police. Il dit, en face de moi, il y a un monsieur, il est toujours à poil. Ah bon, on ira voir ça. Les policiers arrivent, et puis ils voient le monsieur nu, torse nu, quoi. Oui, mais montez sur l'armoire, vous verrez. Et ben même là, ça tombe sous la loi, attentat à la pudeur. Faut pas exagérer. Alors, moi j'allais au Cap d'Agde, parce qu'avec la caravane et mes enfants qui étaient petits, Patricia et Bruno, nés en 59 et en 62, étaient petits, on allait là. Et c'était formidable, parce que c'était vraiment familial. Et puis le béton est arrivé, et puis toutes les cochonneries autour, et j'ai dit, non, on n'est plus à notre place. Je vous donne un autre exemple. J'arrive avec, parce qu'il y avait des supermarchés dans la zone naturiste. Vous prenez un caddie, et vous partez à poil. Et je me suis dit, moi c'est une zone naturiste, il n'y a pas de raison que je m'habille. Et j'arrive au bout de l'allée, et je vois un monsieur en blouse blanche, cravate, Marcia, Corsieux. Et le monsieur, bonjour, monsieur Vanoni. Je sors de là, c'est pas forcément le même jour, je sors de là pour payer mes produits, et je suis tout nu devant une demoiselle qui est une étudiante qui a pris ce job pour l'été, pour gagner quelque argent, qui est assise habillée, et j'ai mon zizi au niveau de ses yeux, et j'ai dit là, qui n'est pas à sa place? Qui n'est pas à sa place? Lequel de nous deux n'est pas à sa place? Alors j'ai tout arrêté, et puis j'ai acheté une maison un peu plus haut, en 84, c'est vieux, à Pézenas, sur les hauts de Pézenas, perdu dans les vignes, et là je me baigne dans ma piscine nue. Oui, vous pouvez venir d'ailleurs. Dominique connaît. Mais vous n'êtes pas obligé de vous baigner nu. Hein. On n'oblige personne. Mais nous, on y est. Voilà, nous, on y est. Voilà, c'est une simplicité. Évidemment, ça choque quelques-uns qui oh mon Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas beau. C'est un problème d'esthétique. Souvent, les dames me disent oh, j'ai les seins qui tombent, puis j'ai un peu de graisse là. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous savez, le nombre de personnes dans les centres naturistes que j'ai vus, des handicapés, des mal foutus, des tordus, des ventales, des bossus, mais ils sont bien. Et personne ne les regarde plus que... C'est là qu'ils trouvent même plus de facilité, plus de joie de vivre qu'ailleurs. Parce qu'un maillot de bain, ça n'arrange rien. Hein. Si on est mal foutu, le maillot de bain, mais c'est pas un problème, on est comme on est, voilà, c'est tout. Super, essayez un jour si vous voulez. Mais moi je ne prêche plus rien parce que c'est... Bon. Après, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus dans l'intimité de Lily et toi, il y a un an, un peu plus d'un an, on avait reçu Benoît Ducœur ici. Oui. Et puis je vous avais prêté un de ses livres. Et là, Lily me disait, tous les soirs, je lis un chapitre.
Et donc j'ai découvert qu'en fait vous aviez ce plaisir de la lecture orale, alors j'ai demandé quand même à Lily, elle m'a dit que c'était pas forcément elle qui lisait pour toi, mais que ça pouvait être aussi inversé. Donc c'est un petit rituel aussi entre vous. C'était un livre qu'on gardait pour la lecture, lecture quand à on haute faisait voix. un feu de cheminée. Ça, on ne lit pas de la même façon à haute voix. C'est important. Hein, essayez, si vous voulez. Marie et Femme, comme ça, chacun un chapitre. Moi je lis en parallèle, mais je lis un autre livre avec Claude. Oui. Et toi aussi tu lis de temps en temps des livres? Oui, ben en ce moment, moi, je révise. Non, parce qu'il y a un problème. Quand je jouais, avant le Covid, parce qu'on disait avant la guerre, après la guerre. Maintenant, on va dire avant le Covid, après le Covid. Ça, c'est net. Hein. Ça, c'est vrai. Et on a été en moment sans plus jouer. Et même les textes que j'ai écrits, qui n'avaient pas besoin d'être revus parce qu'on jouait toutes les semaines, mais quand vous êtes 3 mois, 6 mois sans plus jouer, il faut absolument, parce que la mémoire, elle a mon âge, hein, la mémoire. J'ai plein de petits tiroirs, il faut tirer le bon au bon moment. Et alors quand tu es sur scène, tu commences à faire tiroir, non, c'est pas possible. Il faut réviser, et se remettre tout ça dans la tête. Ah, c'est surtout que les spectacles sont espacés. Ben oui, ils sont espacés maintenant. Hein. Depuis la salle Poirel, ça va être mieux. on n'a rien fait. Il y en a un tous les week-ends. On va redémarrer le week-end prochain. Ça sera plus facile pour Claude. Alors, on va passer à la dernière partie de cette soirée. Oui, déjà, je sais. Le gâteau. Alors, le gâteau, ce sera après. C'est le poste. J'ai essayé pour vous. Hein. Mais vous avez reçu des petites cartes à l'entrée. Si vous n'en avez pas reçu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous faites un petit signe de main, on viendra vous en donner. Voilà, je ne sais pas si Laetitia ou Chantal peuvent passer. Parce qu'en fait, ces petites cartes, le facteur viendra les ramasser tout à l'heure. Vous pouvez écrire une question, un truc gentil, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez tout me demander, je n'ai pas de barrière, je peux répondre à tout. Et donc le facteur va passer les ramasser. Claude va pas pouvoir répondre forcément à tout, mais peut-être à quelques-unes. Donc voilà, si vous en voulez, vous levez la main, Chantal vous redonne une petite carte. N'hésitez pas à même mettre un petit mot gentil, voilà, c'est le moment de le faire. Voilà. Et puis, du coup, pendant qu'ils sont en train d'écrire, moi, ce que je te propose, c'est... J'aime bien quand je suis dans le salon de quelqu'un, de voir un peu son album photo, voir ses petits souvenirs. Ouais, c'est sûr. Ça te dit? On regarde ça ensemble? Je me permets, je prends ton album. Oui, bien sûr. Je vais me mettre dans un coin. Il n'y a pas de coin ici. Ça alors, donnez quelque chose. Tu regardes, tu fais l'album et tu me dis ce sur quoi tu souhaites t'arrêter par rapport à ce qu'on n'a pas encore dit et que tu rends envie de... Vous avez la jeune Ouais, c'est bon. Choisis ta photo. Ski. Vous avez le ski, bon, c'est moi à 3 ans et demi, 4 ans, avec de la neige qu'on me voudrait bien maintenant. Et puis quelques années après, comme moniteur, en faisant une espèce de cabriolet. Oui, c'est je crois que c'est ta maison. Oui, c'est la maison, ouais. C'est où ça? C'est où? La photo où il fait sa cabriole? Oui, mais à quel endroit? Quel lieu? Géraldine. Et on est dans son salon. Il n'y a pas qu'à la Bresse qu'il y a de la neige, hein. Ou même en acheter sur la route des Crêtes. Allez, je suis pour, hein. Si vous saviez le nombre d'endroits où ça se fait, puis là, ils sont montés, je sais pas, des écologistes, bon, peut-être qu'ils ont raison, je sais rien. Mais comment voulez-vous faire tourner une station si on n'a pas un peu de neige au moins pour les... Non, moi je suis pour. Hein. Et ils ont fait ça plein de fois, dans les Alpes aussi, au Gers, partout. Il n'y a pas de secret. Alors, tu es un jeune pompier aussi, je vois? Alors, je suis pompier, là. T'inquiète pas, ça suivra. Alors là, je suis pompier avec mon papa, qui était caporal des pompiers armés. Et moi, je suis le plus jeune pompier d'Hérault, de France, voire du monde. Là. Ma mère avait acheté une panoplie, le casque, le sabre, le ceinturon, et comme elle était couturière, elle m'a fait l'uniforme. Ah, ça c'est le champagne, il ne fallait pas que je boive. Oui, alors là, j'étais le premier plongeur des Vosges. On appelait ça à l'époque, en 61, les hommes grenouilles. On était deux, il y avait un nommé Ferry à Épinal, pompier d'Épinal, et moi à Gérardmer. Voilà, passé le diplôme de scaphandrier autonome, dit homme grenouille. En dessous, c'est quoi? Du théâtre.
je joue la locandiera, je joue à des personnages de la locandiera, le prince, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était drôle avec des bras comme ça, j'étais perruqué. Ah, moi. Il y avait Mirandoline qui nous accueillait dans son nouvelle de la locandiera. Après, on me voit assis sur une Schlitz, c'est ça? Et là, j'avais créé un sketch où je suis le seul à parler à un parapluie. C'est un travail de comédien où le parapluie ne dit rien, mais il faut faire sentir qu'il dit quelque chose. Alors, je tournais la crosse vers moi quand il me parlait, et quand je lui parlais, je retournais la crosse de l'autre. C'est un travail qu'on peut faire en dramatique. Voilà. J'avais bien aimé. En dessous, c'est le tombeau d'Achille, c'est une pièce d'André Roussin que j'ai jouée, j'avais 23 ans, oui, c'est marqué. J'avais 23 ans, le tombeau d'Achille, c'est une pièce d'André Roussin, c'est un vieux gribou qui râle tout le temps, qui fait chier tout le monde. Et quand j'ai eu 84 ans, j'ai dit je voudrais bien jouer ce tombeau d'Achille qu'on a rejoué avec le corps en voix, la troupe des amateurs de Gérardmer, avec Jérôme Thibault et compagnie. Ouais. Alors là, je suis en Fiat 500 en présentant mon premier 45 tours. Alors c'est marrant parce que moi là je te reconnais absolument pas. Bon, mais c'est moi quand même. Mais je sais que tu ressembles à Lino Ventura, ouais. Je trouve que tu ressembles à Lino Ventura. Oui, j'avais pas de moustache. T'es tout nu sans ta moustache. Et en dessous, c'est la remise du premier disque d'or par mon producteur Pierre Céline, dont je vous parlais tout à l'heure. Pierre Céline. Donc même dans l'humour, on peut avoir des disques d'or. Bien sûr. Et je suis, enfin, à l'époque, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, j'étais le seul conteur, c'est-à-dire sans musique, sans rien, que du parler, à avoir un disque d'or sur des 33 tours. De toute la France. Il fallait en avoir vendu 200 000, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors là, après la page suivante, là je suis chez un Bresson. C'est un Bresson qui tient un beau restaurant au Baru, qui s'appelle Michel Philippe. Et c'était pour honorer mon disque d'or, donc on avait fait une fête avec un gâteau. C'était chez Michel Philippe, qui est d'ailleurs à Ixelles. Alors sinon, tu as des fans, effectivement. Qui... En dessous, c'est à Lunéville, je me souviens, à Lunéville. Il y avait eu des majorettes, et il y a une dame qui avait dit, je veux que vous me dédicaciez sur le nombril. Je me lave plus. J'avais un stylo indélébile, ça a dû quand même durer quelques jours. C'était drôle, c'est drôle quand même. Là, c'est une petite qui s'appelle... on l'appelait la Vanoninette, oui. Et elle m'imitait. Et un jour, je jouais à Saint-Lambert et on me dit, il y a une petite fille qui vous imite, elle a le même costume, les sabots, sa grand-mère lui a tout fait. Est-ce que vous pourriez la prendre au moins ce jour-là dans le spectacle? Elle dit, ouais, attendez, moi je veux savoir ce que c'est quand même, parce qu'on peut arriver à faire n'importe quoi. Elle est venue à la répétition à 5 heures, et puis j'ai dit, trouvé formidable, j'ai dit, ok, tu viens. Après l'entracte, je te prends sous mon aile. Elle a eu un succès fou. Alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je sais pas. Oui, elle a pleuré d'émotion. C'est drôle de... Alors cette photo-là, je sais qu'elle te tient à cœur. Là, avec dans cette photo-là, bah, c'est justement en 1959, où j'étais à Europe numéro 1, avec Jean Bardin, René-Louis Lafort, debout, ainsi François Deguerre, Colette Renard et Jacques Grélot. Le monsieur qui est à côté de moi, c'était le monsieur de chez Phosphatine, parce que ce qui commandait, ce qui payait l'émission, c'était Phosphatine, qui rend les bébés gais et forts. Donc ça tombait bien parce que j'avais Patricia qui avait quelques semaines, et j'ai eu un colis énorme de Phosphatine, et elle n'en voulait pas. On distribuait un peu partout. Alors là, j'ai aussi à Europe 1, il y avait une émission qui passait les dimanches, non pas les dimanches, les matins, une émission prévue pour les boulangers. Et j'étais à côté de Roger Pierre,
qui était dans l'émission en même temps que moi, qui m'a vu jouer, m'a dit surtout, gardez vos sabots, gardez votre costume. Il n'y a plus personne qui ose faire ça. C'est super, parce que ça va être vous. Il n'y en a pas deux qui font ça. Il y a aussi l'épouse de Fernand Reynaud m'a dit la même chose. Il m'a dit surtout gardez ça. Rappelez comme m'a dit Fernand Reynaud quand il est monté à Paris, il voulait rester en paysan avec une blode, hein, une blouse de marchandage. Et ses secrétaires, enfin ses sponsors, on appelle ça. Ils ont dit surtout pas, on va me prendre pour un petzouille, il faut que tu sois costume, cravate. Et ça m'emmerdait beaucoup d'être habillé comme ça. Après, il en a pris son parti. Juste par rapport aux sabots, tu nous as présenté tes sabots qui sont vraiment très vieux aujourd'hui. Alors c'est ça. Tu utilises encore en spectacle, c'est ça? Ces sabots-là ont été faits dans mes débuts par un monsieur de Xonru qui s'appelait monsieur Defrano et qui avait 94 ans et qui m'a dit avec la voix chevrottante, c'est la dernière paire que je fais, c'est pour toi. Et effectivement, il est décédé quelques temps après. Donc je les garde. Et c'est ceux-là que tu mets toujours à tes spectacles? C'est toujours les mêmes. Ils ont perdu un peu d'épaisseur parce que j'ai fait des conneries. Parle de ta ceinture aussi. Oui, la ceinture, c'est une ceinture qui est tressée. On ne sait pas comment c'est dommage, j'aurais dû la mettre. C'est une ceinture qui a été tressée en 14 dans les tranchées par un copain qui me l'a donnée. J'avais oublié ma ceinture ce jour-là avec le groupe. Il m'a dit tiens, je te la prête. Ah, à la fin, il m'a dit je te la donne. C'est une ceinture qui a été tressée. Il n'y a rien de coupé. Et je ne sais pas comment c'est tressé. C'est très bizarre, hein? On n'a jamais trouvé. Hein? Merci, Dominique. Là, je suis dans un cuveau, au lac. J'ai ramené pour une émission de luxe qui s'appelait, je crois, La Routeau, ou quelque chose comme ça. Et il m'avait dit, il faut que que tu sois dans un cuveau pour l'émission. Il n'y a rien de plus difficile à manier parce que c'est un fond plat. Il n'y a pas de dérive, il n'y a rien. Donc, tu donnes un coup de poignet, ça part de capot. Et en plus, Kibolay, oh, tu vois, Kibolay, vous avez compris. C'est instable au possible. Quand on kibole, c'est quand on tombe. Je parle en vrai, ça. Merci pour la traduction. En vrai, on dit kibolé aussi. Oui. Puis là, c'est Champs-Élysées, sur le journal, Champs-Élysées avec Drucker. J'en ai parlé, Drucker, qui a été super gentil. Parce que quand on répétait, moi j'étais un peu perdu. Puis ça fait drôle parce que j'arrive à Champs-Élysées, c'est le studio Gabriel est en vert et la lumière en dessous, tu vois, en sabot. Ça fait drôle, non, ça fait vachement drôle d'être là-dessus. C'est pas comme une scène avec un plancher en bois. Et déjà là, j'étais un petit peu désarçonné, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu la trouille, bien sûr. J'avais fait les Parisiens, les Parigots. J'avais fait les Parigots et à un moment donné, je fais la carte de France pour faire la météo et je montre mes fesses et je mets Paris à la place de mes fesses. Avec la Seine qui est au milieu de l'arrêt des fesses. Et je décris, si vous voulez, sur mon corps, je décris la carte de France et je mets Paris dans l'arrêt des fesses. Et il y a une dame qui m'a écrit après, qui m'a dit « Monsieur Vanoni, jamais j'aurais osé mettre les Vosges où vous avez mis Paris. » J'ai répondu gentiment que c'était de la rigolade. Peut-être que, vous savez, la télé, c'est un intrus. Elle rentre chez vous et vous n'êtes pas forcément apte à regarder l'émission. Bon, elle m'a répondu après qu'elle me dit « Oui, vous avez raison. » Donc c'est avec Dominique Walter, là, l'entrée à l'Olympia. Alors le premier, tu l'as fait seul? Les deux premiers, j'ai fait seul, les deux premiers, avec un organisateur qui s'appelait Michel Alguet. C'était un grand producteur qui a fait Ashton, Tête de bois, tous ces trucs-là. Il a fait énormément des années passées, les années 80, qui est décédé hélas depuis. C'était un grand monsieur qui m'a dit un jour, Vanoni, je ferai de vous une grande vedette. Il voulait m'emmener à Nice, le lendemain à Brest, le surlendemain à, je ne sais pas où, à Genève. J'ai dit non, moi je ne travaille pas comme ça. Donc on s'est séparés comme ça. Un jour il m'a dit, il faut aller jouer en Autriche. Il m'appelle, il me dit, Vanoni, il fallait jouer en Autriche. Je dis oui, bon, en Autriche, mais ils parlent autrichien les gens. Non, ils n'osaient pas me dire. C'est des autocaristes.
Et ils en ont marre d'avoir du folklore autrichien. Je dis, les autocaristes, ils viennent d'où? Du Grand Est. Mais il me dit, même vous demanderez le double de cachet. Je dis, non, mon cachet, c'est mon cachet, c'est un prix, c'est tout. Et puis vous resterez 3-4 jours si vous voulez, vous allez dans un bel hôtel. Mais je dis, mais j'ai pas que ça à faire, moi. Allez, aller-retour en Autriche. Hein. Alors j'ai dit non, il s'est vexé et il m'a plus rien demandé après. J'ai vu qu'ils viennent me voir. Allez-vous, les autocaristes. Là-bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, le cheval. Je ne sais pas si vous avez ça. Vous avez où? Le cheval au Valtin, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Le cheval, au bout d'un moment, il a dit oh, m'en vais. Et puis là, en bas, quand on fait des photos, je faisais des photos en plein air. Vous voyez la tête en bas. C'était une photographe qui s'appelait Irmeli Junk. C'était une super belle fille que mes copains draguaient, seulement elle aimait que les femmes. Alors, ça n'a pas marché. Et puis on fait énormément de photos pour se marrer, et puis on clique sur l'appareil le plus possible pour avoir ce qu'on appelle du matériel. Ça sert ou ça sert pas, elle n'a pas servi, mais moi je l'ai mis là parce que c'était rigolo. Mais je pense qu'on pourrait peut-être essayer de le refaire ce soir. Oui. Je ne refusais rien. Après j'ai le camion parce que les établissements rouillons au syndicat, Saint-Amand, syndicat, m'ont demandé un jour si je permettais comme... Oui, ben j'ai dit oui, donc on a fait un camion à mon effigie. Voilà. Et dans toute la France, quand ils passaient, les gens de l'Est qui klaxonnaient, ils faisaient salut, ils croyaient que c'était moi au volant. Le chauffeur est attribué au camion? Oui, alors je crois savoir que chez Rouillon, le chauffeur choisit le thème. Et on lui fait, il y a tout, il y a Lucky Luke, il y a tout, c'est chouette d'ailleurs. Voilà. Bah écoute, je pense que peut-être que c'est le moment de le facteur vient nous apporter la surprise, hein. Ouais. Voilà, donc on va juste le laisser passer. Non, il est impatient. Je la cache. Ça fait un moment qu'elle me tend, hein. Son bulletin de vote. Alors, souvenir de l'école filles. 49. Aussi mûr pour voir les parents. Ici, Japon. C'est vrai. Parce qu'en 1949, il y avait le centre féminin. Maintenant, c'est l'école hôtelière. Et les filles étaient dans des baraquements en bois le long du ruisseau de Forgotte. Et on allait gratter au volet. On faisait même des trous dans la paroi pour essayer de voir les filles se déshabiller. Ah oui, j'avais 14 ans. Et un jour, avec une grosse mèche en bois, pour le bois, de 20 cm, de 2 cm de diamètre, avec le vilebrequin, on fait un trou. Et on voit une vague lumière. Je dis, tiens, mais on entendait parler. Et on prend une tige pour forcer. Et on était derrière une table de nuit et on poussait le tiroir. Et le tiroir est tombé. On s'est carapaté. J'avais relevé un passage qui m'avait aussi un peu amusé. Alors là, ça n'a pas de rapport avec ton école, mais ça a un rapport avec ton père, parce qu'on n'en a pas parlé de tes parents. Mais je peux lire un petit extrait de livre? Oui, bien sûr. C'est chez toi. Ouais, non, c'est chez mon invité. Alors, on parle d'André Vanoni, ton papa. Oui. Mon père aussi s'appelle André. Oui. Bon, on s'en fiche, mais c'est pas grave. Donc ça se passe pendant la guerre, et il se payait le luxe d'engueuler l'occupant. Devant chez nous, sur le trottoir, il y avait un regard pour accéder à des relais de circuit téléphoniques. Plusieurs fois dans l'année, les soldats allemands venaient, soulevaient les plaques, bricolaient dedans. Nous pouvions les observer en regardant par la fenêtre de la salle à manger. Une des premières fois qu'ils bricolaient là, voilà mon père qui rentre par la porte de derrière du côté de la cour, qui voit des capotes de militaires accrochées au porte-manteau dans le couloir. Il demande à ma mère, « Qu'est-ce que c'est ces capotes ?»
Je sais pas moi, pourquoi, répond-elle. Désolé, je sais pas faire l'accent vosgien. Il regarde, voit les militaires allemands dans le trou, en train de bricoler les branchements, il poursuit. Ils t'ont demandé pour mettre les capotes? Ah non, je les ai même pas vus. Mon père prend les 3 capotes, ouvre la porte, les balance sur le trottoir. 5 minutes après, toc toc, un dénommé Christian, qui parlait correctement le français parce qu'il avait fait des études à Lyon, se pointe et présente ici. Partons, monsieur, est-ce que nous pouvons mettre des manteaux à l'intérieur de chez vous? Ah bah comme ça change tout. On n'a jamais rien refusé à qui que ce soit quand c'est demandé gentiment. Ouais, mon père a toujours de rien. Comme il était pompier, un jour, il y avait les Allemands qui étaient là, les officiers allemands, et les pompiers au garde-à-vous pour je ne sais plus quelle fête. Et le capitaine Martin commande à maison, garde-à-vous, et mon père reste les bras ballants, les pieds écartés. Caporal de Meunier, j'ai dit garde-à-vous. Je ne me mets pas au garde-à-vous devant les Allemands. Il fallait avoir l'écran. Alors pour en revenir à ce Christian qui était dans le trou, mon père ouvrait la fenêtre, c'était juste en dessous de la fenêtre, avec son clope, mon père est toujours un clope. Il dit, c'est pas la peine de vous donner tant de mal, les Américains ont débarqué. C'était en juin, pas juste, ça venait de se produire. Et lui, il sort, et avec ce petit accent, parce qu'il parlait très bien français, je me souviens, et il dit, Monsieur Vanoni, vous savez, il ne faut pas dire ça à n'importe quel Allemand, vous savez, vous risquez gros. Mais comment savez-vous qu'ils sont débarqués? Ben, c'est la radio, hein. Et mon père avait fait croire qu'il était diabétique et il avait dû pisser dans un bocal de confiture pour son analyse d'urine, et il avait un certificat qui lui interdisait d'aller faire les tranchées à Longemer, à un moment donné où on avait réquisitionné tous les jeunes. Enfin, les jeunes, tous les hommes valides à aller faire des tranchées, c'était pour les avoir sous la main. Et mon père avec le clope sur le pas de la porte. Son béret et son clope, il regardait les autres partir. On sait que tu vas, pas toi, il dit, ben, on va à Longemer, hein. Ben toi, ben non, j'y vais pas. Et les Allemands qui surveillaient, qui avaient l'arme à la bretelle, qui encadraient les Français, ben, s'il dit ça, c'est qu'il ne craint rien, quoi, c'est que, il fait un sacré culot quand même. Voilà. Il faisait partie d'un réseau de parachutage qui s'appelait le réseau Darius. Et il allait la nuit, mais il ne fallait rien dire à personne, ni aux proches, ni surtout à sa femme, il ne fallait rien dire en cas d'arrestation de... Et mon père revenait avec les bottes pleines de boue à 4h du matin, et ma mère disait, ça y est, là, une poule. Parce qu'on disait comme ça, il y avait une poule. Et il ne fallait absolument rien dire, il laissait croire à ma mère, et c'est qu'à la libération qu'il a dit, ben voilà, j'allais occuper d'endroits pour trouver des parachutages, des zones de parachutage. C'était tout un travail. Je regarde les... Ah bah écoute, ouais, c'est ton courrier, hein. Claude, on boirait bien un canon, nous. Ben oui. Non, il y a 3 points d'exclamation. C'est passionné, c'est dommage, on lui aurait fait l'inverse, sinon. Mais il en reste, hein, mais on ne va pas plus. Qu'aimez-vous le plus dans votre travail? Et ça on a ça en nous. Pour faire de la scène, on reçoit ça avant de venir au monde, je pense. On l'a en nous, tout le monde, on le développe ou pas. À mon avis, c'est ça. On a envie de faire ça. On a envie de paraître un peu chauvin quand même, un peu comme cabotin, pardon, un peu cabotin si pour être vu, quoi. Parce que ce que je fais là en ce moment, pour être vu et pour être entendu. Mais ce que j'aime le plus, c'est donner du plaisir aux gens. Quand vous voyez, bah, comme tout à l'heure, quand vous riez, qu'est-ce que c'est bon ça. Quand vous arrivez sur scène l'autre jour à la salle Porel, 800 personnes, et puis d'un coup, vous êtes applaudi déjà pendant quelques secondes, presque une minute, on ne sait rien. C'est formidable. Ça, c'est même pas payé, on irait quand même. Non, mais c'est vrai, j'ai dit ça. Alors, vous seriez ici un jour, vous ne seriez quoi? Qu'est-ce que vous voudriez que l'on retienne de vous? Un mot. Bon. Voilà, si vous n'étiez pas ici, qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Qu'est-ce que vous voudriez sur moi?
pour faire un travail, parce que c'est un travail, mais un travail où on y va gaiement. Moi, je ne sais pas quoi dire. Quand on va où il y a énormément, et ça me rend triste, énormément de personnes, hélas, qui vont au boulot le matin en traînant les godasses, en y allant, en reculant, et en se disant, encore une journée à tirer, vivement qu'on ait la retraite. C'est pénible. Moi, Lévi peut le dire, j'ai mal la tête, j'ai mal le ventre, j'ai mal les pieds, comme tout le monde des fois. Hein. Et j'ai un spectacle le matin même, je me lève, je ne suis pas bien. Dès que je suis au volant, j'ai plus mal nulle part. Je vais faire rire. C'est magique quand même. Ça ne peut pas se raconter. Ben, justement, raconter pour nous un meilleur. Un meilleur ou un pire moment sur scène? Ah ben, il y en a plein. Non mais on va pas en rajouter très longtemps, juste un. Juste un s'il te plaît. Un pire, ben, je me lève le matin. Ou un meilleur, comme tu préfères. Le pire, parce que des meilleurs on a plein. Mais un pire, je me lève le matin, plus de voix du tout. Mais rien. Et je joue à Golbet à 15h. Et je dis à Lily, il faut y aller pour le prouver que je... Et on arrive là, heureusement, l'organisateur me dit, je connais un médecin qui habite à je sais pas où, il envoie une ordonnance par Internet, il faut trouver une pharmacie ouverte un dimanche, il faut trouver une infirmière qui vienne, qui me fait une piqûre dans le cul, de la cortisone. Et puis à 15h, j'arrive un peu à parler. Et j'ai fait mon spectacle comme ça, en disant, j'ai dormi pieds nus. C'est la trouille, quoi. Tu dis, je ne peux pas jouer, quoi. Qui c'est qui a été à Ramberchamp? Moi. Ah, vous étiez à Ramberchamp. À Ramberchamp, en montant, plein, cliquant, sortir. Stagiaire Ramberchamp, moniteur à plein air. Oui. Comment sortir et déterminer les soins à un noyer bleu ou blanc? Vous avez dit. Ah, vous me l'avez dit déjà. Alors, donc, ouais, c'était une question que tu posais, ça? Oui. Voilà. Donc, comment sortir et déterminer les soins à un noyer bleu ou blanc? Oui. Et vous avez répondu, pas de chance, il était noir. Authentique. On avait appris tout ça à l'époque, les cyanosés syncopés et tout, et j'arrive, et on tire un noyer de l'eau, mais un black, mais de chez black, le vrai noir. Bleu, blanc, noir, ouais, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il était mort, de toute façon. Il y a longtemps qu'il était dans l'eau, mais on est obligé de commencer les soins. On ne sait jamais, on ne peut pas. Claude, on ne va pas toutes les lire ce soir. Par contre, comme on se l'était dit, ce que je propose, c'est que... J'ai lu que celui-là. Ouais, en fait, on prendra le temps d'y répondre, ouais. On filmera et on mettra ça sur Facebook, donc sur la page L'Arc à 7 cordes. On fera le Facebook Live, il sera certainement partagé par la ville de la Bresse, peut-être par la page de Claude, je ne sais pas qui gère ta page. Non, moi je je regarde un peu, mais je mets rien. Donc en tout cas, les questions qui n'auront pas été répondues ce soir seront répondues dans les prochains jours. On fera un petit live pour ça. Je lis ça parce que la naissance d'un sketch provient d'une brève de comptoir ou du vécu. Il y a beaucoup de vécu, arrangé bien sûr. Ouais. Et puis, vous savez, c'est comme un écrivain, comme je sais pas, quelqu'un qui veut transmettre quelque chose, il faut écouter, on n'invente jamais tout vraiment. On pique un peu à droite et on fait sa sauce soi-même. Un jour au marché, je rencontre une dame qui avait vécu quelques heures avec ma mère la veille. Elle dit « Oh, toutes les deux avec votre maman, toutes les deux faisaient un fameux trio. » Jamais je l'ai trouvé, le toc, ça y est. Donc tu t'en sers après. Puis j'aime bien parce qu'après ça c'est pour l'ego, on me dit merci pour votre bonne humeur et votre simplicité. Merci. C'est signé Jean. Ouais, c'est marrant quand même. Il y en a qui écrivent petit.
J'ai plus de lunettes. Vous savez que je n'ai plus de lunettes parce que je me suis fait opérer de la cataracte par un ophtalmo qui m'a permis de mettre un implant qui voit de près et de loin. Ah ouais. Et il y a 10 ans, il y a même 12 ans que je n'ai plus de lunettes. C'est vrai que tu es une vraie nature. Bravo, ne change rien. Ah, c'est même plus le temps maintenant de changer. Hein. Que je suis une nature, m'a dit Bourville. Je te lis celui-ci. Bravo Claude, contente d'être venu ce soir. On se retrouvera seul sûr avec Dominique, j'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Je voudrais non seulement remercier Dominique, bah oui, Lily bien sûr, tous nos amis qui sont venus, les moins connus mais qui sont là aussi, Xavier, ça fait quand même un moment qu'on travaille là-dessus, depuis plusieurs mois, et puis à la Bresse où on est toujours bien reçus. Il y a des gens qui me disent bon, tu vas à la Bresse. C'est vrai, et ça, moi, je savais, surtout par le ski. Parce que j'ai connu Super Lavé, comme on disait. J'ai skié avec les premiers moniteurs là-haut, donc Gabi Curien, que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai travaillé souvent. Et j'ai skié à Super Vallée. Vous voyez, on allait boire un coup en sortant à l'hôtel des Vallées, qui était un bistrot. À l'époque, voilà. Donc j'ai beaucoup. Et puis, comme ça, moi je l'ai déjà dit, j'étais un peu Bresso. Ah non, tu l'as pas dit ce soir à tout le monde, on s'était dit au repas avant. Ah oui, je sais plus ce qu'on a dit parce qu'on parle tellement. Parce que mon grand-père, le père de mon père, est né à Cornimont. Pourquoi? Parce que son père était sagard, à Issy le bois, et les sagars allaient là où il y avait une coupe, là où il y avait du boulot. Et il est né là, tout à fait par hasard, à Cornimont. Et mon père gardait les vaches à Grosse-Pierre. Chez Toussaint. Chez les en dessous de chez Brancha. Que je connais. Et mon père gardait les vaches là, et puis moi j'ai continué. Il y avait une vache qui s'appelait Rondelle. Et j'allais à 8 ans, j'aimais bien, je veux voir Rondelle, je veux voir Rondelle. Et un jour, je ne sais pas si vous l'avez raconté, moi je n'ai pas raconté ça. Mon père vendait des fourneaux en solde, des petits fourneaux à bois pas chers. Et il y a un gars de la Bresse qui vient voir mon père et qui lui dit ben, je t'achète un fourneau. Et mon père me dit tu pourrais m'aider un samedi matin pour aller livrer les fourneaux. Et je prends la camionnette et je vois M. Claudel à la Bresse. Je précise pour ceux qui ne sont pas de la Bresse que Claudel à la Bresse, si vous n'avez pas le sobriquet, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait c'était chez Brancha. Mais je ne savais pas qu'il s'appelait Brancha. Ce qui fait qu'après j'ai vu Madame Amé qui tenait l'auberge qui m'a dit bon, le fourneau, tu aurais dû le laisser ici parce qu'il y a déjà plein de choses pour lui, il ne vient pas les rechercher. Et alors Claudel, on me disait ben non, on n'a pas commandé de fourneau. Il y a petit des Claudel qui habite là, je descendais, je reprenais ma chemin. Ben non, nous n'avons plus rien, putain. Je suis revenu à Gérard avec le fourneau. Non, c'est pas. Bon, en tout cas, voilà, la révélation du soir, c'est quand même que Claude Vanille, sous ses apparences géromoises, a quand même un père Bresso, quoi. Oui, voilà, fallait le savoir. J'ai le passeport, j'ai le passeport. T'as senti l'odeur? J'ai les deux passeports. Et là, tu sens l'odeur? Bah, je sais, il y a eu une odeur de gâteau qui est arrivée et je pense que ça signifie qu'il va peut-être falloir partager avec le public maintenant. Ah ben oui, hein. Donc voilà, allez. Merci à vous. Je te laisse, passe une bonne soirée avec ceux qui t'aiment. Je ne fais pas ça. C'est dans le salon. Merci de m'avoir invité. Non, c'est de m'avoir invité.
On ne sait plus qui a invité. Donc voilà, on a fait une soirée en toute simplicité. Voilà, bah merci en tout cas beaucoup. Merci, c'était vraiment sympa. super. Merci à vous.